Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la Mercedes CLA avec technologie EQ. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. La Mercedes CLA, dans sa version 100% électrique, j'ai déjà eu l'occasion d'en prendre le volant. C'était à Copenhague, au Danemark, il y a quelques mois, à l'invitation du constructeur allemand. Elle m'avait déjà fort impressionné par son confort, par son ergonomie générale, son agrément de conduite et puis évidemment son autonomie. Cette semaine, loin des parcours imposés par les constructeurs lors des événements qu'ils organisent, eh bien j'ai utilisé la voiture dans mon quotidien. Et des essais d'une semaine dans le quotidien, ça permet évidemment de déceler quelles sont les qualités des voitures essayées bien sûr, mais également quels sont leurs défauts, les petits bémols, les petits couacs qu'on repère, pas forcément sur un essai d'une demi-heure ou de 2 heures ou d'une demi-journée, mais bien sur un essai longue durée. Et une semaine, ça permet réellement de déceler les vraies qualités, mais également les vrais défauts des voitures essayées sur Charging Station. Alors quelles sont les qualités, mais également les défauts de ce séduisant coupé? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les informations techniques et mon ressenti après une semaine au volant, c'est dans cette vidéo. Allez, avant de démarrer, si ce n'est pas déjà fait, allez-y, abonnez-vous maintenant à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Durant les 2 prochaines semaines, on sera chez XPeng, le constructeur chinois qui a renouvelé ou en tout cas remodelé, amélioré ses modèles G6 et G9. Alors, quelles sont les améliorations? Ces voitures qui se sont améliorées sont-elles maintenant incontournables? Eh bien, j'en prendrai le volant pendant une semaine et vous saurez tout. C'est donc durant les 2 prochaines semaines sur Charging Station. D'autres essais électrisants arrivent durant les semaines suivantes. La liste complète, je peux vous dire qu'elle est très riche, très fournie. Ce sera tout à l'heure à la fin de la vidéo. À l'extérieur, alors que la gamme électrique EQ de Mercedes était sans doute aux yeux de certains un peu trop éloignée des standards stylistiques et classiques de Mercedes, cette nouvelle CLA se présente avec une ligne plus classique tout en étant bien dans l'air du temps. C'est une Mercedes et elle l'affirme bien fort avec une omniprésence de l'étoile Mercedes sur la calandre. Il y en a 142 avec évidemment des animations lumineuses, classe ou un peu too much. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Notez également la présence d'une étoile dans chaque phare si vous optez pour une finition équipée des phares LED multibeam adaptatif. Pour les jantes, on n'oublie pas, si on veut l'autonomie maximale, on reste sur les jantes les plus petites, en l'occurrence des 17 pouces sur cette CLA. C'est moins beau, mais ça vous permet d'aller bien plus loin sur une seule charge. Question de priorité. Sur cette Sport Edition, c'est 18 pouces de série et même 19 pouces sur cette voiture d'essai, équipée de très belles jantes AMG optionnelles. On verra tout à l'heure ce que ça signifie en termes d'impact sur l'autonomie. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle vous séduit, cette nouvelle CLA ici présentée en version 250+, finition Sport Edition et rouge Patagonie? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Sur la nouvelle plateforme MMA pour Mercedes Modular Architecture, la version d'entrée de gamme 250+ de la Mercedes CLA avec technologie EQ, donc 100% électrique, annonce d'emblée la couleur jusqu'à près de 800 km en théorie, norme WLTP, d'autonomie revendiquée sur une seule charge. Alors, la puissance est pourtant déjà extrêmement confortable, 272 chevaux en entrée de gamme, 250+, donc sur cette version à 2 roues motrices avec un moteur électrique synchrone à aimant permanent qui se situe à l'arrière. C'est donc une propulsion. Vous en voulez encore plus? Eh bien, dans ce cas-là, optez pour la version 350 4MATIC qui, comme son nom l'indique, propose un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière, 4 roues motrices, donc une puissance généreuse de 354 chevaux et un couple de plus de 500 Nm. Ça pousse fort. Le poids de la Mercedes CLA 100% électrique, ce sera entre 2055 kg, c'est pour cette version 250+, et 2135 kg pour la version à 4 roues motrices. Notez que cette voiture dispose d'une boîte de vitesse à 2 rapports, ce qu'on trouve sur quelques voitures, mais c'est pas vraiment la norme aujourd'hui. Et pourtant, ça permet 2 choses principalement. D'abord, une capacité de traction importante. Cette voiture en 4 roues motrices peut tracter jusqu'à 1800 kg, 1500 kg en 2 roues motrices. Dans les 2 cas, si la charge est freinée, évidemment. Si la charge n'est pas freinée, bien sûr, ce sera la norme 750 kg. Et puis, deuxième avantage, évidemment, d'avoir 2 vitesses au niveau de la boîte de vitesse, c'est qu'évidemment, sur la vitesse supérieure, ça va permettre de baisser la consommation sur autoroute, par exemple, sur voie rapide, à vitesse stabilisée.
disais, la voiture est sur le deuxième rapport et donc comme exactement ce qu'on obtient avec une voiture à moteur thermique, ça fait baisser le régime moteur et donc diminuer la consommation. Sous le plancher, entre les 4 roues en 2 ou en 4 roues motrices, c'est la même batterie, une batterie NMC, ça c'est pour la chimie, nickel, manganèse, cobalt de 85 kWh utile. Notez qu'une version équipée d'une plus petite batterie de 58 kWh sera proposée ultérieurement, histoire de faire baisser le ticket d'entrée. La version qui vous emmènera le plus loin sur une seule charge, c'est évidemment cette version à 2 roues motrices sans aucune option. Dans ce cas, la valeur revendiquée est de 791 km, 791 km, impressionnant. Notez que bardée d'options, cette même version à 2 roues motrices ne revendique plus que 694 km, 694 km, soit près de 100 km de moins. Ça fait une sacrée différence. La recharge, c'est par ici, à l'arrière du côté droit, et quand on ouvre la trappe, on constate la présence des 2 connecteurs, évidemment, mais le premier est directement accessible, et c'est tant mieux puisque c'est celui qu'on va utiliser au quotidien, le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Il est protégé par le caoutchouc qu'on retrouve ici, pas de petit cache en caoutchouc à retirer, c'est tant mieux. Le chargeur embarqué qui se trouve derrière, c'est 11 kW de série. En option, vous pouvez obtenir un chargeur de 22 kW, une option intéressante si vous avez la possibilité au quotidien ou plus ou moins régulièrement de recharger sur une borne qui délivre 22 kW sur votre lieu de travail par exemple, dans l'espace public également, c'est possible. Donc ça c'est vraiment intéressant si vous avez l'utilité de ce chargeur 22 kW, sinon c'est pas vraiment nécessaire. Notez que le constructeur, puisqu'on a ici une batterie NMC, recommande au quotidien de charger à 80%, pas plus. Évidemment, si vous entamez un très long trajet, puisque l'autonomie de cette voiture est très généreuse, donc ce sera vraiment un très long trajet qui va dépasser largement l'autonomie sur une seule charge de cette voiture. Vous pouvez évidemment démarrer ce trajet en rechargeant à 100%, ça va de soi. Le petit cache en partie inférieure, on ne doit pas le retirer, juste l'abaisser, ça aussi c'est sympa. Pour obtenir la somme des 2 connecteurs, c'est le connecteur combo CCS pour la recharge sur le courant continu, donc les gros superchargeurs avec ces grosses prises et ces câbles pas toujours évidents à manipuler. C'est très lourd parce que c'est très puissant. Sur ce type de chargeur, vous allez pouvoir recharger de 10 à 80% en 22 minutes. C'est la promesse en tout cas. Est-ce qu'elle se vérifie? Regardez. Démarrage de la recharge à 15h32, vous le voyez, et fin probable de la recharge annoncée par la voiture à 15h50, c'est-à-dire au bout de 18 minutes. Ça paraît peu probable puisque le constructeur en annonce 22. On verra, 15h51, 15h50, 51. Est-ce que la recharge sera terminée, aura atteint 80%? La réponse dans quelques secondes. Allez, on est à 79%, 79%. La fin probable était annoncée à 15h51. Il est 15h51 et donc tout ça va s'arrêter dans les prochaines secondes. A priori, la promesse, elle est tenue. Est largement tenue puisqu'on est en dessous de la valeur revendiquée par le constructeur. On rappelle qu'on a démarré la recharge à 15h32. Normalement, plus 22, ça nous faisait 15h54. Et bien voilà, charge terminée, bonne route. 15h52, on a mis donc au final 20 minutes pour passer de 10 à 80%. 20 minutes au lieu de 22, alors qu'en plus, on est sur une borne qui délivre au maximum 300 kW et que la voiture peut prendre plus. Donc, très belle performance. 20 minutes le 10, 80% avec cette Mercedes CLA dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui. Donc avec la batterie qui était préconditionnée, mais avec un chargeur qui ne délivrait pas la puissance maximale que peut accepter cette voiture. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Luminus, ce sont des bornes de recharge de dernière génération qui vont vous permettre de profiter de votre nouvelle voiture électrique dans les meilleures conditions et au meilleur prix, notamment si vous rechargez à la maison. Rendez-vous sur le site internet de Luminus pour découvrir l'offre qui est proposée en ce moment par Luminus. Ça se passe sur luminus.be/e-mobility. Avant de m'installer à l'arrière, y a-t-il de la place pour mon mètre 90, mon mètre 90? Avant de vous faire découvrir le tableau de bord de cette Mercedes CLA, eh bien on va s'intéresser au coffre. Le coffre qui est à ouverture manuelle, en basculant le logo, c'est très sympa. Vous voyez que ça se lève automatiquement. Ensuite, on a un accès qui n'est pas très évident, hein, c'est pas la qualité première de cette voiture, c'est très beau, très belle ligne, mais l'accessibilité au niveau du coffre, c'est pas terrible. Si pour vous c'est important, si vous voulez un volume de coffre supérieur et une meilleure accessibilité, optez pour la version Shooting Brake.
Y qui a été présenté également il y a quelques semaines, qui arrive également sur le marché. Une version nettement plus pratique, certainement quand il s'agit d'utiliser le coffre. Donc 405 litres avec la banquette arrière fractionnable 40-20-40 en place. 405 litres, alors c'est très large, c'est assez profond. On a deux alcôves également à gauche et à droite. Celle de gauche, il y a un petit filet de retenue, vous allez pouvoir déposer quelques affaires, c'est sympa. Ici on a un tapis de sol dans cette voiture d'essai, et puis un sous-coffre qui est de relativement petite capacité, mais ce n'est pas bien grave parce qu'à l'avant on a un frunk qui lui est gigantesque, 101 litres, vous allez pouvoir y mettre pas mal de choses, un frunk qui en plus s'ouvre très simplement en tirant deux fois la petite commande qui est au pied de la planche de bord. Ça veut dire, puisqu'on la tire deux fois, qu'il n'y a pas de sécurité supplémentaire à aller chercher et à trouver en dessous du capot. Vous tirez deux fois, vous soulevez le capot et vous avez accès au frunk donc de 101 litres. C'est pas mal, certainement sur un coupé dont la vocation n'est pas de proposer un volume de chargement important. À l'arrière de ce coupé, y a-t-il de la place? Eh bien, je dirais oui et non. Alors oui, il y a de la place en hauteur. Pas de problème, grâce au fait qu'on a un toit vitré de série sur ce coupé Mercedes. Est-ce qu'il y a de la place au niveau des genoux? Bah ça va, avec le siège avant réglé pour mon mètre 90, mon mètre 90, je peux quand même caser les genoux à l'arrière. Bon, évidemment, il y a deux petits bémols quand même, c'est qu'au niveau des pieds, puisque je suis grand, je positionne le siège conducteur assez bas, et donc pour rentrer les pieds en dessous, c'est un petit peu compliqué, donc là, j'ai pas vraiment beaucoup de place. Et puis deuxième chose, la banquette, elle est placée très très bas, en raison de la présence du pack de batterie, on essaye de maximiser la hauteur évidemment, et donc elle est positionnée très très bas, et forcément, j'ai un angle ici qui n'est pas très favorable au niveau des genoux, donc j'ai un peu l'impression d'avoir les genoux au niveau des oreilles, j'exagère évidemment. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a? Le toit vitré, je vous l'ai dit, c'est de série. On a également des petites poches aumônières à l'arrière des deux sièges avant. À l'arrière de la console centrale, les buses de la ventilation, deux prises USB-C. Et plus bas, on a un plancher qui est parfaitement plat, évidemment, une plateforme dédiée au 100% électrique. Le confort, il est très très bon. Au niveau du dos, notamment, c'est très très agréable. On a un accoudoir central ici, avec un petit espace pour ranger un smartphone et également les deux inévitables porte-gobelets. Concernant les poignées de maintien, eh bien, il n'y en a pas ici, ni à gauche, ni à droite, ni pour le passager avant. Pas de poignée de maintien. Et c'est ici qu'on constate également que les appuis-têtes à l'avant, c'est du monobloc au niveau des sièges sport de cette voiture d'essai, mais des appuis-têtes qui sont réglables en profondeur. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça permet d'ajuster réellement, et c'est un plus pour la sécurité, la position exacte de l'appui-tête en fonction de votre morphologie. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de l'espace disponible à l'arrière ici. En gros, si vous êtes moins grand que moi, moins d'un mètre 90, 1m90, bon, ben, ça posera pas trop de problèmes. Le siège avant, forcément, sera un petit peu plus avancé. Il y aura largement de la place à l'arrière pour notamment les adolescents, même des grands adolescents. Ça devrait passer sans problème. En tout cas, ça ne sera pas, selon moi, un critère bloquant sur cette voiture. Mais le conseil, il est toujours le même et pour toutes les voitures. Si vous devez absolument voyager en famille très régulièrement, je ne parle pas de quelques voyages sur l'année où chacun pourra peut-être mettre de l'eau dans son vin. Non, je parle de voyages réguliers. Si vous emmenez régulièrement vos adolescents ou d'autres personnes à l'arrière, eh bien, avant d'acheter, allez en concession, en famille par exemple, et testez réellement la place disponible, histoire de voir si ça vous convient. Ce qui interpelle quand on s'installe au volant, ce sont les écrans très imposants. Alors ici, il y en a deux qui se prolongent à droite par cette partie assez massive en noir brillant avec toute cette constellation d'étoiles et cette partie qui peut, selon les configurations, eh bien, se transformer en troisième écran. Pour le passager, celui-là, c'est l'interface MBUX Super Screen disponible donc en option sur certaines finitions. Entre nous, un écran passager, ça ne sert à rien, ou en tout cas, ça sert très très peu souvent. C'est juste pour le waouh, hein, ou alors pour éviter d'avoir cette grande partie en noir brillant avec toutes ces étoiles qui est peut-être pas la plus élégante non plus. Selon moi, à certains endroits, l'intérieur a gagné en qualité perçue grâce au recul du piano black, notamment ici entre les sièges où vous pourrez choisir parmi différents revêtements. Mais par contre, la partie qui comprend les écrans est moins raffinée qu'auparavant. C'est très massif, je le disais, avec des bords épais, des écrans avec un fin bord périphérique aurait amélioré, je pense, sans doute la qualité perçue et l'intégration des écrans dans la planche
planche de bord, pour moi, c'est pas quelque chose de rédhibitoire, hein. Je pourrais m'en accommoder, mais j'ai un peu de mal à comprendre la direction prise en matière de design intérieur. On est loin du classicisme Mercedes pour le coup. Autant à l'extérieur, c'est beaucoup mieux, autant à l'intérieur, c'est pas tout à fait ça. Rien à dire par contre en matière de qualité de fabrication, c'est bien construit, c'est bien fini, même si pour l'ergonomie, j'aurais également préféré de vrais boutons sur le volant et pas des zones sensitives en piano black, hein, encore lui. Les éléments en microfibre micro-cut apportent sur cette finition un petit plus assez sympa en matière de qualité perçue. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur et notamment de ce tableau de bord, de cette planche de bord multi-écran assez massive selon moi? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. La description du tableau de bord, on démarre avec la portière conducteur, en partie haute la poignée d'ouverture, le verrouillage centralisé et les réglages électriques du siège, réglage de siège qu'on va retrouver aussi côté passager. En partie intermédiaire, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques, rabattables à la demande et la sécurité enfant. Notez que pour ouvrir les vitres arrière, vous devrez basculer le réglage sur Rear pour arrière et utiliser donc les deux mêmes boutons. En partie basse, un vide-poche et sous le tableau de bord, la commande d'ouverture du capot. À gauche du volant sur le tableau de bord, le frein électrique de stationnement, le mode d'éclairage et les anti-brouillard. Le volant qui est à réglage manuel. À gauche, on va retrouver l'activation du limiteur ou au choix du régulateur de vitesse adaptatif avec possibilité de définir la distance par rapport au véhicule qui précède. À droite, la gestion du téléphone, la gestion du volume avec un bouton mute et puis la gestion des infos affichées sur l'écran instrument. Derrière le volant, les commodos. À gauche, appel de phare, essuie-glace, activation du basculement automatique des phares qui reste en mémoire d'ailleurs d'un trajet à l'autre et puis les clignotants également évidemment. Et à droite, le sélecteur de vitesse avec gestion de la récupération d'énergie en tirant ou en poussant le sélecteur. J'y reviendrai sur la route. Derrière le volant, un premier écran numérique de 10,25 pouces de diagonale, écran instrument dont la partie centrale est personnalisable. Alors vous allez pouvoir personnaliser cet écran de deux manières. Une personnalisation générale qui vous permet grâce à ce bouton ici à gauche et à droite, ou plutôt grâce à cette commande sensitive ici en partie de droite, branche inférieure, et bien en allant à gauche ou à droite de passer de l'écran plus traditionnel à la vue en situation de navigation avec le mode de régulation de vitesse et la vue périphérique tout autour de la voiture, des différentes voitures, des différents véhicules qui l'entourent, mais également des bâtiments qui sont modélisés également, ce qui n'est pas le cas ici puisqu'il n'y a rien autour de nous et certainement pas de véhicules. Donc ça, c'est pour la première personnalisation de l'écran. Et puis je le disais, l'écran central, on a ici les petites informations de kilométrage par défaut. Si je descends, j'ai la consommation, les données de consommation et de conduite depuis le départ, également depuis la recharge. On a également depuis la remise à zéro. On a ensuite la consommation depuis le départ, depuis la recharge, depuis la remise à zéro sur un seul écran. Et puis si je descends encore, eh bien on a la carte de navigation, une descente et on se retrouve tout au-dessus. Voilà pour ce qui est de la personnalisation des affichages sur cet écran instrument. Pas d'affichage tête haute dans cette voiture d'essai, mais c'est disponible dans le pack Premium Plus. L'écran d'infodivertissement, à présent, il mesure 14 pouces de diagonale. On y revient dans un instant. En dessous de cet écran, les deux aérateurs centraux et plus bas, une ligne de commande avec de gauche à droite le sélecteur de mode de conduite, confort, sport, éco ou individual, l'appel du menu stationnement, la désactivation de l'écran d'infodivertissement, les feux de détresse, la commande vocale, la fonction mute et le réglage du volume. Plus en arrière, sur la console centrale, un espace de recharge par induction, les deux porte-gobelets avec séparateur amovible et plus en arrière, la coudoir centrale qui s'ouvre en deux parties de manière latérale et accueille un espace amovible en partie supérieure, un petit vide-poche, et puis un espace un peu plus grand mais pas gigantesque non plus, juste en dessous. Sous la console centrale, un espace de rangement ouvert avec fond en caoutchouc, élastique de maintien et deux prises USB-C. La boîte à gants, enfin, elle est de capacité plutôt réduite mais dispose également d'un caoutchouc antidérapant dans sa partie inférieure. Le système d'infodivertissement qui fonctionne sur le nouveau MB.OS, système d'exploitation maison de Mercedes de dernière génération. Alors, on a ici cette très belle carte avec la vue Google Maps, hein, ça donne vraiment très bien. Et puis on a surtout cet esprit zéro layer qui continue chez Mercedes, c'est-à-dire le fait d'avoir directement accessible les fonctions qu'on va utiliser le plus régulièrement, comme ici par exemple la radio, ou en tout cas le contenu audio. On peut choisir directement téléphone ou bien
bien radio. Et puis hop, on peut diminuer ceci. Ici à droite, le téléphone. Ici directement, on peut faire une recherche sur la prochaine destination. Voilà, ça c'est accessible directement sur une page sans devoir aller dans un menu et puis un sous-menu. Donc ça c'est vraiment très très bien vu. Sur cette nouvelle génération du MBOS, on a toujours évidemment la connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto. On a une belle fluidité également. Si je joue avec la carte ici, vous voyez que c'est extrêmement fluide. Et là, vous voyez, je joue avec la carte et donc directement, hop, les autres menus disparaissent et on a directement accessible ici davantage de fonctions. Si je veux accéder à une borne de recharge, parking, à un restaurant par exemple, ou bien 3 petits points et je peux avoir toutes les catégories. Alors ça se recentre très très vite, vous voyez, hop, je peux recentrer comme ceci, revenir sur l'écran de base. On a l'assistant qui est toujours disponible ici à droite, la connectivité en haut, un menu qui vient du haut avec les notifications, il n'y en a pas pour l'instant. Et puis alors ici, on peut supprimer facilement les bips de survitesse, on peut le faire avec le volant aussi, on y reviendra. En partie inférieure, directement accessible et tout le temps accessible, des icônes. Alors en partie centrale, ici les dernières utilisées, c'est là que vous allez retrouver facilement du coup Apple CarPlay ou Android Auto. On a ici les paramètres de recharge, etc. que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, donc c'est disponible ici. Ici les paramètres tout court, ici le menu voiture et ici l'ensemble des icônes. Vous voyez, c'est des grosses icônes. Le regard, il ne doit pas quitter trop longtemps la route et donc si vous avez des grosses icônes, vous avez moins de chances de taper à côté. Donc ça, c'est vraiment bien. Le stationnement, ça se passe ici. Voilà, c'est assistance au stationnement. On revient ici. Le store, Android Auto, Apple CarPlay, la radio, lecteur Bluetooth, système de sonorisation, l'éclairage d'ambiance, les fameux réglages, c'est ce qu'on a ici. Dans ce cas-là, vous allez rentrer dans les réglages plus profonds du système. Système, assistance, réglage véhicule, éclairage, audio, téléphone, assistant virtuel, caméra, navigation, profil et les autres applications. Tout ça est assez évident. On va revenir ici. Alors, on a ensuite réglage voiture. Alors ça, c'est des raccourcis qu'on va retrouver ici. Ici également vers l'ouverture de la trappe de recharge. Ici les éclairages. Ici quelques raccourcis également. L'avertisseur sonore, on peut le couper à partir de là. Et puis si on le souhaite, eh bien on peut ouvrir tous les réglages et on se retrouve évidemment sur le même menu que précédemment. Je reviens encore en arrière et ici à gauche et à droite, on a le double réglage de température, conducteur et passager. Le désembuage ici à droite. À gauche, l'appel du menu de climatisation qui est coupé pour l'instant. Vous pouvez pré-climatiser votre voiture évidemment aussi. Et puis à gauche et à droite aux extrémités, on a les menus sièges. Pour le conducteur et le passager, vous le voyez, il y a des mémoires qui sont disponibles, 3 pour chacun des sièges et on a des sièges chauffants ici. Et donc matérialisé ici à gauche et à droite, on a 3 niveaux de puissance, vous le voyez. Ça, c'est pour le confort. On a également la cinétique qui va permettre de faire bouger, de faire des micro-mouvements de siège. J'y reviendrai sur la route. Et puis le réglage initial, là aussi, j'y reviendrai sur la route et notamment le positionnement automatique et évidemment l'aide montée-descente que vous pouvez activer ou désactiver. Voilà. Ensuite, je reviens en arrière. Et on va évidemment simuler un trajet vers Marseille. Alors évidemment, on a ici une voiture qui recharge extrêmement rapidement et qui a une excellente autonomie. Une voiture parfaite pour voyager. Voici donc Marseille, lancez la navigation, ça calcule, ça va très très vite, vous le voyez. Et ici, on est déjà avec les petites infos de base, à savoir 9h37 et 1000 km, 1001 km à parcourir. Et puis la voiture va calculer évidemment en fonction de l'autonomie. Là actuellement, on est à 24%, donc on ne part pas dans les meilleures conditions. Va calculer combien il faudra d'arrêts de recharge et planifier ces arrêts de recharge. Alors là, forcément, il y aura davantage d'arrêts. Voilà, 3 arrêts de recharge. On ajoute 50 minutes, ce qui n'est pas énorme sur un trajet de 1000 km. On va ajouter en tout 50 minutes en 3 trajets, donc une quinzaine de minutes pour chaque arrêt. Donc c'est pas énorme. Alors j'ai fait la simulation à partir de Bruxelles, donc 50 km au nord de là où je me trouve, et à partir de Bruxelles, direction Marseille. Là on avait seulement 2 arrêts avec la batterie chargée à 100% et on avait 31 minutes seulement de temps total de recharge sur le parcours. Donc ça c'est vraiment très très bien.
très très chouette. On peut voyager clairement avec cette voiture, d'abord parce qu'elle va très loin sur une seule charge, et puis ensuite quand elle doit recharger, elle recharge très vite. Je vous conseille de regarder également la vidéo que j'ai postée ou que je vais poster relative à cette voiture concernant le long trajet que j'ai effectué donc en une fois celui-là. Je suis allé au circuit automobile de Zandvoort aux Pays-Bas, à l'ouest d'Amsterdam, à partir de chez moi, donc le sud de Bruxelles, et je voulais voir si on pouvait éventuellement envisager un aller-retour, au total 512 km, aller-retour quasi exclusivement sur autoroute. Est-ce que c'est possible ou pas avec cette voiture? Eh bien, allez voir la petite vidéo, je vous le conseille. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on va arrêter la navigation et maintenant je vais prendre la route et vous livrer mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. Pour démarrer, c'est assez intuitif, pied sur le frein, vous emmenez le levier de vitesse vers le bas ou vers le haut si vous commencez par une petite marche arrière. Et c'est parti, rien de plus à faire, la CLA s'élance en silence et avec beaucoup de vivacité. D'emblée, la sensation générale est très feutrée, c'est vraiment très agréable. Les sièges qui équipent cette voiture d'essai sont des sièges sport enveloppants avec appui-tête réglable, on l'a vu. Ils sont chauffants à l'avant, réglables électriquement avec 3 mémoires. Ils disposent également d'un soutien lombaire à réglage électrique ainsi que d'un prolongateur d'assises à réglage manuel. Que demander de plus? Le résultat est évidemment très convaincant, ça maintient très bien, on trouve facilement sa position de conduite idéale et on peut même demander à la voiture de la trouver pour nous en rentrant simplement la taille du conducteur. On l'a vu également dans les menus du système d'infodivertissement. La position que la voiture propose alors n'est pas parfaite, mais c'est une très bonne base qu'il reste alors à affiner légèrement selon ses préférences personnelles. La voiture dispose également d'un programme cinétique qui va pendant une période donnée modifier très légèrement les réglages du siège, la position du siège, histoire d'éviter au corps de rester trop longtemps dans la même position et donc pour éviter la fatigue et les courbatures lors des longs trajets. Des aides à la conduite bien réglées, c'est ça qu'on veut sur une voiture électrique et même sur une voiture tout court en 2025. Et bonne nouvelle, eh bien c'est bien le cas dans cette Mercedes CLA. Avec le pack d'assistance à la conduite plus, la voiture se maintient au centre de la voie de circulation et vous propose également une aide au changement de voie. Cette voiture d'essai n'est pas équipée de ce pack malheureusement. On a donc uniquement ici le régulateur de vitesse adaptatif, le limiteur de vitesse également. Mais j'avais testé le centrage à Copenhague au moment de la première prise en main de cette voiture. Et c'était vraiment très convaincant. Franchement, sur longue distance, sur les longs trajets, c'est vraiment un plus. Concernant les bips et alertes en tout genre, vous pouvez supprimer, si vous le souhaitez, les bips de survitesse via par exemple la petite icône ici, en haut de l'écran, ou bien via un appui long sur la touche mute sur le volant. Et c'est tout. Tous les autres systèmes étant particulièrement bien réglés, comme l'alerte de franchissement de ligne ou encore l'alerte d'attention du conducteur, eh bien, il n'est pas nécessaire de les couper. Ils font leur travail correctement. Si vous êtes en régulateur de vitesse adaptatif et qu'à un moment donné vous êtes distrait et vous continuez à l'être trop malgré les messages, les rappels, les bips, eh bien la voiture va hausser le ton et vous informer qu'elle va déclencher l'arrêt d'urgence si vous ne restez pas attentif, comme si en fait vous n'aviez pas les mains sur le volant. Pour le coup, j'avais voulu vraiment tester les limites du système. J'ai donc vraiment joué au conducteur très distrait par l'infodivertissement, histoire de voir jusqu'où elle allait aller. Et ce qu'elle a fait au final était juste parfait, bien calibré. Tout ça pour répondre aux commentaires de l'un d'entre vous qui écrivait « En fait, vous êtes juste contre tous ces systèmes parce que vous êtes contre la sécurité, vous ne respectez rien. » Alors non, évidemment pas du tout. Comprenez bien que moi, sur cette voiture et n'importe quelle autre, j'ai envie de rouler librement et me faire rappeler à l'ordre uniquement quand c'est justifié. Et avec cette voiture, c'est possible. Ça devrait donc l'être sur toutes les autres voitures disponibles aujourd'hui sur le marché. Mais pour certains constructeurs, c'est visiblement un peu trop demandé. Je vous le disais il y a un instant, dès les premiers mètres parcourus à bord de cette voiture, et j'avais déjà eu cette impression lors du premier contact à Copenhague, la sensation très feutrée qui se dégage est vraiment très agréable. L'ergonomie générale, les suspensions, le volant, l'absence de bruit, la disponibilité de la puissance, tout ça forme un ensemble qui est vraiment très convaincant par rapport à une Polestar 4, autre voiture qui était sur ma shortlist au moment de remplacer ma Polestar 2. Eh bien on a ici la sensation d'avoir une voiture plus vive, plus légère, ce qui se vérifie dans les chiffres d'ailleurs, puisqu'on a à la fois avec la CLA 200 kg de moins sur la balance et un 0 à 100 4 dixièmes de seconde plus rapide par rapport à la Polestar 4 single motor de puissance totalement identique. Le comportement est très vif, c'est sécurisant, on prend vraiment du plaisir au volant de cette voiture selon moi, sauf si vous en avez vraiment besoin pour des conditions, des usages très particuliers. La version à 4 roues motrices ne s'impose pas d'office. Cette proposition 250+ est déjà plus que convaincante sur la route.
Les bruits sont maîtrisés dans cette voiture, tant les bruits aérodynamiques que les bruits de roulement, et ce malgré le fait d'avoir ici des vitres sans encadrement, ce qui est toujours plus compliqué au niveau des bruits aérodynamiques. Un mot concernant le système audio, un système sonore Burmester 3D est disponible en option en Belgique dans le pack Premium Plus sur les finitions AMG Line et Luxury Line, donc pas sur cette finition Sport. Je vous invite à vérifier ce qu'il en est notamment dans votre pays via le configurateur en ligne du site internet Mercedes qui correspond à votre pays. C'est un conseil d'ailleurs valable pour toutes les versions, options et finitions, puisqu'il peut toujours y avoir des différences selon les marchés. Ce système donc, il n'est pas présent dans cette voiture d'essai et je dois donc me contenter de l'installation de base, enfin me contenter pas vraiment, puisque cette installation, elle fait déjà du très bon travail. Alors si vous êtes évidemment un mélomane averti, évidemment l'installation Burmester s'impose, mais pour l'immense majorité des conducteurs, cette installation de série fera déjà plus que bien l'affaire. 11,21 mètres précisément, c'est la valeur revendiquée concernant le diamètre de braquage pour cette Mercedes CLA électrique. On n'est pas sur une valeur particulièrement basse et pourtant je l'ai trouvé plutôt à l'aise cette semaine dans les parkings, les espaces exigus, même en l'absence de caméra 360. Donc pas de stress en ville, dans les espaces exigus, on n'a pas l'impression de conduire un tank. En fait, on a juste l'impression de conduire une voiture normale. Enfin, une berline, une voiture normale. Et ça, dans la jungle actuelle des SUV, on en mange depuis un certain temps maintenant, du coup on n'a plus vraiment l'habitude des berlines et ça fait vraiment du bien d'en retrouver une. Un mot concernant le système de caméra présent sur cette voiture, on n'a pas le système de caméra à 360 degrés. Cela dit, ce qui est proposé là fait déjà bien le boulot, notamment la vue en partie de gauche des différents capteurs et puis en partie de droite la vue caméra avec une excellente définition. Alors ça fait le job, mais moi mon petit truc, voilà, c'est la caméra 360, parce qu'une fois qu'on a ce système, et certainement sur les véhicules qui proposent une vue par transparence, ça c'est vraiment génial. Donc une fois qu'on a une caméra 360, on peut difficilement s'en passer, quoi. La gestion de la récupération d'énergie, elle ne s'effectue pas via des palettes derrière le volant, mais via le sélecteur de vitesse. Vous le tirez vers vous ou vous le poussez vers la planche de bord pour sélectionner le niveau de récupération que vous souhaitez au lever de pied de l'accélérateur. Les niveaux disponibles sont aucune récupération, donc roue libre, récupération normale, donc moyenne, ou forte récupération, c'est la conduite à une pédale. C'est évidemment mon mode préféré et le réglage reste en mémoire d'un trajet à l'autre. C'est vraiment d'ailleurs l'un des meilleurs systèmes de conduite à une pédale disponibles aujourd'hui sur le marché, avec une récupération et donc un ralentissement qui est très puissant si on lève brutalement le pied de l'accélérateur, et donc un recours nécessaire à la pédale de frein qui est proche de zéro dans toutes les circonstances, même quand vous êtes surpris par un ralentissement nécessaire relativement au dernier moment. Franchement, la seule fois où j'ai utilisé le frein dans la plupart de mes trajets, c'était pour m'arrêter au feu rouge quand il passe à l'orange, alors que je suis vraiment trop proche pour espérer m'arrêter simplement en levant le pied de l'accélérateur. Franchement, chapeau Mercedes. Notez qu'il existe également un mode de récupération intelligent qui va adapter la récupération d'énergie et donc le niveau de ralentissement au lever de pied de l'accélérateur aux conditions de circulation. Alors je sais que certains apprécient ce mode. Personnellement, même si ça fonctionne globalement bien, c'est un système qui ne peut évidemment pas tout prévoir et donc je préfère personnellement un mode de récupération qui est plus constant dans ses réactions, qui est plus prévisible, comme la conduite à une pédale. Selon les finitions, les phares seront soit à technologie LED simple, soit multi-beam LED. Dans ce cas, vous aurez droit, comme sur cette voiture d'essai, à la petite étoile illuminée dans chaque phare et surtout à la fonction adaptative. Dans les zones pas ou pas assez éclairées, les feux de route vont rester allumés en permanence pour vous offrir le meilleur éclairage possible, notamment sur les bas-côtés, tout en coupant une partie du faisceau pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. C'est vraiment très efficace. Dans cette vidéo, regardez, capturée par temps brumeux, on voit bien le travail des différents segments qui composent chaque phare, qui s'éteignent ou s'allument pour éviter d'éblouir ceux qui arrivent en face. Voici une vidéo prise le lendemain, là plus de brouillard, et donc voilà comment ça peut fonctionner dans des conditions optimales au niveau de ces phares LED multi-beam dont cette voiture d'essai est donc équipée. L'autonomie théorique, c'est jusqu'à 791 km en cycle mixte norme WLTP sur cette version 250+ de la CLA sans aucune option, mais jusqu'à 772 km, 772 soit 19 km de moins sur cette finition Sport Edition mieux équipée et équipée de jantes plus grandes. Et parce qu'on a ici des jantes optionnelles encore plus grandes, 19 pouces, en remplacement des jantes d'origine de 18, eh bien on retire encore 30 km, soit 742 km. On est tout de même
même là 50 km en dessous de la valeur maximale WLTP avec cette finition telle qu'elle est. Pensez-y au moment de cocher dans la liste des options. Alors comme à chaque fois, j'ai conduit normalement, en bon père de famille, de temps en temps quelques accélérations et cette semaine il a fait entre 5 et 18 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru 900 km, un peu plus cette semaine, j'ai pas mal roulé avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, les trajets domicile-travail du quotidien avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail, des trajets domicile-lieu de travail qui se font majoritairement sur autoroute en ce qui me concerne. J'ai également effectué un aller-retour Bruxelles-Zandvoort aux Pays-Bas. Découvrez d'ailleurs si j'ai pu faire l'aller-retour quasiment exclusivement autoroutier, plus de 500 km. Est-ce que j'ai pu le faire sur une seule charge? Eh bien, découvrez-le dans la vidéo consacrée à ce sujet qui est disponible sur la chaîne. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 15,9 kWh au 100 et cette valeur, elle va m'autoriser plus de 500 km sur une seule charge à 100% dans mes conditions de météo et de parcours de cette semaine. Autant vous dire que c'est vraiment très confortable. Si vous passez à la voiture électrique et que vous cherchez une voiture confortable, un logo valorisant, ça compte, de l'autonomie et une bonne puissance de recharge, ne cherchez plus, elle est là. Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Je vous mets tout ça ici. Cette voiture d'essai est une version 250+, finition Sport Edition. Prix de départ en Belgique, 59 169 €. On a principalement comme option deux choses. Les jantes 19 pouces AMG double branche ainsi que cette très belle peinture rouge Patagonie, une peinture manufacture donc qui est normalement proposée à un prix nettement plus élevé qui ici est aux alentours de 700 € et quelques en Belgique en tout cas. Concernant le prix total de cette voiture d'essai, celle que vous avez sous les yeux, elle coûte 60 198 €, 60 198 €. Surfez sur le site internet de Mercedes histoire de configurer votre CLA idéal, disponible également, je l'ai dit, en shooting brake et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Les avantages principaux de la formule de leasing, c'est d'une part que vous n'avez pas à vous soucier combien vaudra la voiture à la fin du leasing, quelle sera sa valeur résiduelle, autrement dit comment va-t-elle vieillir du point de vue de sa valeur. C'est pas vous qui prenez le risque, c'est la société de leasing. Vous n'avez qu'une chose à faire, payer chaque mois la mensualité qui, deuxième avantage, sera toujours la même d'un mois à l'autre et tout est compris. Alors c'est plus cher qu'un remboursement de crédit évidemment, mais l'avantage c'est que tout est compris, il n'y a pas des mois où vous allez devoir sortir plusieurs centaines d'euros en plus de votre budget voiture habituel. Tout ça pour changer les pneus, passer la voiture à l'entretien, payer les taxes, l'assurance, etc. Tout ça est inclus. Facilité de gestion donc pour les particuliers, le private lease, et également pour les entreprises, le leasing opérationnel avec l'avantage supplémentaire pour les entreprises de la déductibilité évidemment. Vous souhaitez recevoir une offre pour cette voiture ou n'importe quelle autre qui vous fait de l'œil, contactez Arval. Rendez-vous sur arval.be pour la Belgique ou sur un autre site Arval qui correspond à votre pays. Votre prochaine voiture, vous en avez envie tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite. Dans ce cas-là, surfez sur Autoscout24. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24 actuellement, plus de 100 000 voitures vous attendent. Des voitures disponibles près de chez vous, disponibles immédiatement. Des voitures d'occasion bien sûr, mais également des véhicules récents et même des véhicules neufs et de plus en plus de voitures 100% électriques. Il y a d'incroyables affaires à faire en ce moment en matière d'achat de véhicules d'occasion, voitures électrique. Je peux vous dire que là, j'ai vu des offres absolument géniales. Je vous proposerai d'ailleurs très bientôt une vidéo spécifique avec un budget spécifique et ce que vous pouvez obtenir sur Autoscout pour ce budget spécifique. Vous risquez bien d'être étonné. Sur Autoscout24, il y a également une partie qui est entièrement dédiée à la mobilité électrique dans laquelle vous retrouverez un calculateur d'autonomie, également un calculateur de temps de recharge. Et puis sur Autoscout24, vous allez pouvoir également faire reprendre votre véhicule actuel. Vous rentrez simplement ces caractéristiques, comme vous le faites pour une recherche, mais là c'est les caractéristiques de votre véhicule, et en retour, vous recevez une offre de reprise. Autoscout24, c'est également au creux de votre main, sur votre smartphone, l'application Autoscout24 qui est entièrement gratuite, disponible sur l'App Store si vous avez un appareil Apple, sur le Play Store si vous avez un appareil Google, et sur l'application Autoscout24, vous avez la même puissance de recherche pour rechercher votre prochain véhicule que sur le site internet. N'hésitez pas donc à la télécharger puisqu'elle est gratuite. Autoscout24.be, c'est pour la Belgique. Autoscout24.fr, c'est pour la France.
En conclusion, définitivement, cette nouvelle Mercedes CLA dans sa version 100% électrique, ici en entrée de gamme 250+, est une excellente proposition. Du point de vue de la ligne, le choix de Mercedes de revenir à quelque chose de plus classique, de plus Mercedes, eh bien, est pour moi le bon. On a ici une voiture élégante, moderne, qui en plus propose un arsenal technologique vraiment à la hauteur. Elle est incroyablement sobre, ce qui lui autorise une autonomie très généreuse. Elle est confortable, plaisante à conduire et son interface est ergonomique. N'a-t-elle donc que des qualités? Non, évidemment. Le premier bémol concerne l'incompatibilité actuelle avec les bornes 400 volts, un bémol qui sera corrigé début 2026. Si c'est un vrai problème pour vous, patientez un petit peu et assurez-vous que votre voiture sera bien compatible. Deuxième bémol, autant l'extérieur est très Mercedes, très élégant, autant la planche de bord manque selon moi un petit peu d'élégance avec cette grande partie en noir brillant, vraiment massive. Certainement, lorsqu'il n'y a pas d'écran passager comme dans cette voiture d'essai, ces bords épais autour de l'écran, on aurait sans doute pu éviter ça. Et puis dans une moindre mesure, les touches tactiles en noir brillant aussi sur le volant. Bof bof. Cela dit, je ne vais pas remplacer tout de suite ma Polestar 2 puisque, vous le savez, je vais devoir acheter une voiture thermique boîte manuelle pour que mon fils passe son permis l'année prochaine. Une voiture que je vais aussi utiliser comme voiture de transition entre mes essais. Ma prochaine voiture, ce sera donc en 2027 et on verra dans 2 ans ce qui sera disponible. Mais si j'avais changé de voiture aujourd'hui, eh bien je peux vous le dire maintenant, au terme de cette semaine d'essai, j'aurais choisi cette Mercedes CLA pour remplacer ma Polestar 2 en version d'entrée de gamme, celle-ci la 250+ de roues motrices, et j'aurais pris la finition Luxury Line. Comme ça, vous savez tout. Allez, à bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Je vous l'ai dit, la semaine prochaine et la semaine suivante, on sera chez XPeng avec les versions remaniées 2026 du XPeng G6 et du XPeng G9, son grand frère. Ensuite, on ira chez MG. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé chez MG avec une belle proposition. Il s'agit là aussi d'un SUV très accessible, un rapport prix-prestation qui s'annonce vraiment pas mal, le MG S5 EV. Chez Mazda, une berline très très belle, la 6e, berline construite en collaboration avec un constructeur chinois, on verra ce que ça vaut. Là aussi, j'en prendrai le volant pendant une semaine. Le Firefly, c'est un petit véhicule sympathique de Firefly, la filiale moins chère, pour ne pas dire low cost, de NIO, constructeur chinois, là aussi plutôt haut de gamme. Cette Firefly, j'en prendrai le volant pendant une semaine et vous saurez tout là aussi. Il y a pas mal de choses à dire, des petites astuces qui sont vraiment sympas dans cette voiture, qui est une belle proposition. Je détaillerai tout ça pour vous. Chez Nissan, on essaiera la Micra, cousine technique de la Renault 5. Parvient-elle à faire oublier la star française? Que propose-t-elle de plus qui permettrait de faire la différence et de la choisir au détriment de la Renault 5? Eh bien, là aussi, je tenterai de répondre à ces questions. Chez Kia, les EV5 et PV5 seront à l'essai bientôt sur Charging Station. Le V5 qui est donc le grand frère de l'EV3, le petit frère de l'EV9, SUV de taille intermédiaire, mais de belle taille tout de même. J'en prendrai le volant pendant une semaine, tout comme le PV5, transporteur de troupes. Ce PV5 existe en version transport de personnes et en version cargo. Eh bien, je prendrai le volant, évidemment, de la version transport de personnes. Avant d'aller chez Volvo, toujours avant la fin de cette année 2025, chez Volvo, je prendrai le volant pendant une semaine de la grande berline ES90, ES90, que j'avais eu l'occasion de vous faire découvrir lors de sa présentation internationale il y a quelques mois maintenant. C'était en Suède. Voilà, merci d'avoir suivi une fois de plus cet essai très électrisant. Merci d'être fidèle à Charging Station. Si vous avez aimé, un petit pouce, ça fait vraiment plaisir et ça ne coûte rien. Un partage également sur vos réseaux, ça aide à faire grandir la chaîne. Merci mille fois au nom de l'équipe de votre fidélité. Et puis n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. À bientôt.